Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission Ukraine, l'enfance volée. Le Mag met en lumière aujourd'hui un coup de poing, plus de 3 ans de guerre, 4 millions d'enfants ukrainiens déplacés. Quel est le quotidien de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis? On en parle dans un instant avec la réalisatrice de ce documentaire. 36 mois de bombardement, un petit peu plus de 36 mois même de résistance avec l'école pour seul trait d'union. Comment les cours sont-ils dispensés en temps de guerre? Quel est l'apport de l'outil numérique? Est-ce que ça sert ou pas? Comment on va grandir cette jeunesse marquée par cette longue guerre? On en parle là aussi dans un instant. Et puis j'aurai une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de vacances solidaires qui se préparent dans le Gers pour des enfants ukrainiens. Ce sera au cours de l'expression orale que voici. Bonjour Tetiana Primachuk. Bonjour. J'ai bien prononcé? Très bien. Comment allez-vous? Très bien. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes journaliste indépendante, réalisatrice du documentaire Ukraine, l'enfance volée, à voir ou à revoir sur la plateforme de France Télévisions. Cela fait 20 ans que vous avez quitté Kiev, enfin 20 ans que vous avez quitté l'Ukraine, 20 ans que vous êtes en France, mais j'imagine que depuis 3 ans, votre cœur est plus à Kiev qu'à Paris. Exactement, mon cœur est beaucoup en Ukraine actuellement, déjà parce que c'est une guerre, déjà parce que je suis née dans ces pays-là, et surtout que ma famille vit là-bas, mes parents qui sont médecins, qui travaillent toujours là-bas dans un hôpital public, donc, et mon frère, chirurgien, votre maman elle est pédiatre, c'est ça. Votre frère sur le front. Exactement, il est mobilisé en tant que chirurgien sur le front, donc évidemment que mon cœur est avec eux et avec tout le peuple ukrainien. On va rentrer dans le détail du code documentaire, on va voir des extraits dans un instant, mais une question pour commencer, est-ce que la dimension géopolitique et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, est-ce que ça donne encore une autre dimension à votre documentaire, d'après vous? Je ne sais pas la dimension que ça donne cette actualité justement avec Donald Trump. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'Ukraine, elle est lâchée par un des principaux partenaires, donc abandonné. Et du coup, on a besoin plus que jamais aujourd'hui de l'aide en fait de l'Europe et de la terre entière en fait. Vous êtes issu d'une famille de médecins, vous venez de le dire effectivement. Votre petit frère, votre maman, votre papa, vous êtes un peu le tourbillon de la famille, vous, du coup, journaliste. Exactement. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà. Il voulait que vous deveniez médecin et finalement... Écoutez, je suis pas née pour. Non, vous êtes né et vous avez beaucoup de talent pour effectivement raconter des histoires. Et ça donne ça en Ukraine. Pendant l'occupation, c'était vraiment pas facile. J'ai vu des canons, des chars, des soldats russes entrer dans mon village. Ça, c'était le gymnase. On a beaucoup de bons souvenirs ici. Regarde, c'est un obus de mortier qui a traversé le toit. Les Russes ont saccagé les magasins. Ils entraient chez les gens et volaient leur téléphone. Ils ont tué beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'ils n'aimaient pas trop les civils. C'est un cauchemar. J'ai passé 11 ans dans cette école. J'ai grandi ici. Les missiles russes ont détruit notre école et notre village. Voilà, la dévastation avec Max. Qui est Max? Quel âge a-t-il? Max, il est majeur. Quand on l'a filmé avec Philippe Lagny, donc le réalisateur de notre documentaire, il avait 17 ans. Donc c'est un garçon, un ado classique qui va à l'école, qui fait des soirées avec ses copains. Et voilà, la guerre qui commence et son père il est tué devant ses yeux. Donc c'est un gamin traumatisé, dévasté, qui veut revenir vivre dans son village, qui veut reconstruire l'école. Il faut savoir que cette école, elle était bombardée 2 fois. Donc c'est après le 2e bombardement qu'on est venu tourner donc cette école-là. Et donc aujourd'hui, ce garçon, il a quitté l'Ukraine et il vit dans un pays européen avec sa maman et sa sœur. D'accord. Comment vous avez trouvé justement ces profils et comment vous avez
Pourquoi ils ont accepté de témoigner, tous ces enfants? Ça, c'était une rencontre, en fait. L'histoire de Max, c'est une rencontre. On était avec Philippe à Kharkiv, on faisait juste des plans de la ville. Il y a un garçon qui s'approche de moi et qui dit « Madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre une photo de nous et je vous la paye ?» En fait, je dis « Non, 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 il ne faut pas, enfin, il faut pas me payer. » En fait, il pensait que j'étais photographe sauvage, un truc comme ça, dans la rue et que je faisais des photos. Et du coup, c'est comme ça qu'on a discuté. Il m'a raconté son histoire. On s'est revus à plusieurs reprises par la suite. Et du coup, il voulait raconter son histoire, en fait. Il voulait qu'on continue à parler de l'Ukraine. Il voulait qu'on continue à voir l'Ukraine aussi à travers les yeux d'un enfant, d'un ado. Pour vous, raconter cette histoire, c'était une évidence. Ça vous a pris combien de temps? Combien de temps vous avez filmé sur place? Est-ce que vous avez fait votre documentaire en plusieurs fois? On a fait le documentaire plusieurs fois avec Philippe Lagny. On est allé plusieurs fois en Ukraine et on est resté à chaque fois 3-4 semaines sur place. Donc déjà pendant 1 an, j'entretenais une relation téléphonique avec certaines personnes, pas avec tous parce que bon, Max on l'a rencontré sur le terrain exactement. Et voilà, donc on a mis presque 1 an pour faire ce documentaire avec plusieurs allers-retours, avec plusieurs choses qui change, qui est imprévu, évidemment. Qu'est-ce qui vous a marqué justement les intervenants, à commencer par Max? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient si attachés au final à leur école, à leur terre, à leur pays? Ce qui me marque le plus, c'est que ce sont des enfants en fait, et qu'ils parlent comme des adultes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces enfants sont traumatisés et qu'on ne voit pas forcément le traumatisme. Ce qui m'a marqué, c'est que malgré la menace de mort, les enfants continuent à vivre ou à retourner en Ukraine. En fait, c'est courage en fait, inexplicable, que je ne pourrais pas le décrire, le verbaliser, mais c'est ça qui marque le plus. Et cette détermination, en fait, le pays va gagner, on va y revenir, on va reconstruire notre pays. Et selon vous, quelles conséquences auront ces traumatismes sur leur trajectoire, sur leur avenir ? Je pense que les conséquences seront graves. Ils sont déjà graves. Les traumatismes, c'est grave en soi. Les enfants, soit ils pleurent, soit ils n'arrivent pas à pleurer. Et tout ça, c'est la cause de la guerre, en fait. Je pense que... Il y en a plusieurs qui travaillent avec les psychologues, mais on ne va pas forcer tout le monde d'aller voir un psy. Donc il y en a qui iront mieux. Max, il dessine beaucoup. Vous disiez dans le reportage, ce qu'il dit, je crois, il dessine beaucoup, mais c'est beaucoup de dessins de guerre, il me semble. Non, c'est pas Max, c'est le petit garçon de Kirill qui a 7 ans, celui qui dessine. Oui. Parce que justement, les petits, ils expriment beaucoup leur traumatisme à travers les travaux manuels, beaucoup à travers le dessin, la pâte à modeler, etc. Il y a sa maman qui essaie de trouver effectivement des solutions pour qu'ils ne grandissent pas avec cette colère. Exactement. Mais c'est ô combien compliqué. Ouais. Oui, et justement, ce petit Kirill qui a 7 ans, il a... Après on voit dans le film qu'il y a le corps finalement de son papa qui est revenu sur le territoire ukrainien. Et du coup, son papa, il a pu être enterré. Et le petit garçon, il a mis plusieurs mois pour se rendre sur le cimetière. Et donc là, j'ai eu récemment sa maman au téléphone, Alina, qu'on filme également avec Philippe dans le film. Et le petit garçon Kirill, il a accepté d'aller au cimetière, mais il ne sort pas de la voiture. Il reste encore dans la voiture. Donc comme quoi, il progresse un petit peu, on va dire. Il lutte avec son traumatisme, tout en sachant qu'il va en même temps voir un psychologue. Donc sa maman, voilà, elle a décidé que son fils aille voir un psychologue. 3 ans de guerre déjà, et chaque année on essaye de faire plusieurs émissions sur l'Ukraine. On avait réussi il y a 2 ans à avoir des enfants sur place qui tant bien que mal essaient d'avoir cours, grâce à l'outil numérique, quand encore une fois Internet ça marche. Comment ça se passe l'école en temps de guerre ? L'école en temps de guerre, en fait, ça dépend de ta chance, ça dépend où tu habites, en fait. Si tu habites loin du front, comme ma cousine, comme à Lviv, l'école, elle est ouverte. Donc, les enfants peuvent aller physiquement à l'école. L'école, elle n'a jamais pratiquement fermé les portes. Mais dans les villes préfrontalières, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a une menace permanente. Vous avez pu voir dans le documentaire que Poutine, il vise directement les établissements scolaires. Il vise directement l'enfance. Il veut détruire l'identité ukrainienne. Il veut détruire l'avenir de l'Ukraine. Donc, il s'attaque directement à l'enfance. Et là-bas, par exemple, Kharkiv, c'est la ville que je peux parler parce que c'est là que j'ai filmé. Elle est menacée tous les jours. Il y a des menaces quotidiennes. Quand on était avec Philippe Lagny sur place, il y a des alarmes qui ne s'arrêtent pas. Donc, il y a en permanence qui sonne, en fait, et c'est horrible. Et donc, les écoles là-bas sont fermées. Vous savez
savez pas ce qui c'est, vous savez ce qui c'est Covid, vous savez ce qui c'est faire l'école à la maison, vous savez ce qui c'est l'enfermement. Oui. Et en Ukraine, donc c'est 2 ans de Covid plus 3 ans de guerre. Donc ça veut dire que l'enfant voit plus de profs, il voit plus d'enfants en fait, il a plus de lien social. Son lien social, la scolarité s'arrête net. Scolarité ne s'arrête pas, c'est ça. Donc on continue à faire l'école en ligne, mais ce que les autorités ont décidé, c'est d'aménager les stations du métro. Donc quand j'ai tourné, il y avait 5 stations du métro qui étaient aménagées. Aujourd'hui, il y en a 7. Et en plus de ça, ils ont construit ou réaménagé, je me souviens plus trop, d'autres bâtiments souterrains qui peuvent protéger les enfants des missiles. Et du coup, ils font une espèce de turnover, en fait. C'est pas tous les jours que les enfants vont à l'école physiquement, dans le métro, physiquement, mais c'est tous les 2-3 matinées ou l'après-midi par semaine pour que le plus grand nombre d'enfants puissent aller physiquement à l'école. Parce que ce qu'ils m'ont expliqué là-bas, les professeurs et les psychologues, s'ils ont trouvé cette solution-là, c'est pour que les enfants puissent aussi voir les enfants, en fait, tout simplement. Ça nous paraît peut-être... Il y a un contact, Exactement, garder le contact. S'embrouiller avec quelqu'un, rigoler avec quelqu'un, enfin, des choses de base, en fait, des choses d'enfance, avoir cette innocence. Et pouvoir peut-être avoir ce petit moment, rigoler, taquiner. Exactement. L'innocence, effectivement, des enfants. Alix. Vous mentionniez dans le documentaire que l'enfance ukrainienne est presque invisible dans les discours sur la guerre. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi ? Parce que c'est une guerre, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle défend ses frontières. Et parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle manque d'armes, elle manque d'hommes, elle manque de beaucoup de choses, en fait. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est de protéger le pays, en fait. Parce que si le pays n'est pas protégé, les enfants, ils n'auront pas de vie, comme tous ces enfants déportés. Voilà, donc, si l'enfance, elle est absente, on va dire, dans des discours politiques, je pense que c'est ça. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est de défendre les frontières, c'est de défendre le territoire, la souveraineté du pays. Faites la différence entre les enfants déplacés, 4 millions, et les enfants déportés. C'est ça ? 4 millions des enfants déplacés, c'est ça, et presque 20 000 d'enfants déportés. Mais ce sont des chiffres officiels. Donc ça veut dire qu'ils sont des enfants qui étaient identifiés par les autorités ukrainiennes. Mais combien sont-ils de ces enfants qui vivent sur les territoires occupés et qui subissent exactement le même lavage du cerveau, la russification par les autorités russes. Donc on parle des presque, même pas 20 000 d'enfants déportés, mais il y en a beaucoup plus. Et surtout, ces 20 000 d'enfants déportés, c'est à partir de 2022. Mais combien sont-ils, encore une fois, depuis que Poutine a annexé la Crimée, donc depuis 2014. Donc c'est pas que déportés. En fait, c'est déportés, on enlève complètement leur identité ukrainienne, on les adopte de force, on change des données dans des passeports, etc. Donc, c'est catastrophique. D'ailleurs, vous savez bien qu'au mois de mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, la commissaire à l'enfance. Et donc, comme quoi, c'est accepté par la terre entière que c'est un crime de guerre, que c'est inacceptable. Il y a aussi ces enfants, on l'a dit, déplacés, beaucoup d'enfants qui sont arrivés dans d'autres pays, dans plusieurs pays de l'Union européenne, à commencer par la France. Et ça aussi, vous l'avez capturé. Ça donne ça. Ici, on prend en charge les traumatismes les plus lourds. On appelle ce camp la colonie du deuil. Nous proposons un stage psychologique intensif. Il ressemble beaucoup à un camp d'été. Mais l'intensité de la thérapie que les enfants reçoivent est équivalente à celle que reçoivent les militaires. Cet été, pour la première fois, la colonie du deuil fait face à un nouveau traumatisme. Celui des enfants volés. Ces enfants déportés par les Russes, que l'Ukraine fait tout pour rapatrier.
Mais pour le coup, alors j'ai très mal expliqué, la colonie du deuil, c'est en Ukraine. C'est en Ukraine, c'est exactement, c'est donc loin du front, à l'ouest de l'Ukraine, à Lutsk. Voilà, donc c'est pas très loin de Lutsk, mais vous avez raison de dire France ou peu importe en fait, parce que Gen Ukrainian, quand ils ont commencé à faire ces colonies pour les enfants, ils les ont fait à l'étranger. Voilà. Donc dans les pays européens, justement, là où il n'y a pas de guerre. Oui, parce qu'on a fait pour le coup pas mal d'émissions après la guerre où effectivement tous ces élèves ukrainiens étaient accueillis. Alors beaucoup en Pologne, on se souvient. On a vu effectivement des jeunes, très jeunes enfants, des filles, des garçons qui disaient que même si la Pologne c'était à côté, il y avait quand même une grosse adaptation et que c'était pas facile, même si encore une fois la Pologne, je crois, était le pays qui accueillait le plus d'enfants ukrainiens et qu'en France, ça se passait un peu plus difficilement, forcément, parce que la langue était vraiment différente. C'est plus loin. Et vous le savez, et c'est plus loin. Mais que là aussi, l'adaptation se faisait plus longuement, mais se faisait assez bien. Alix. Oui, dans quelle mesure votre regard de maman a-t-il influencé ce reportage ? Mais vous savez, il n'y a pas que mon regard de maman, il y a aussi mon regard d'Ukrainienne, femme, un être humain, tout simplement. En fait, je pense qu'on est on ne peut pas être insensible devant un enfant en fait qui vit dans un pays en guerre. Et là on parle des enfants ukrainiens, mais il n'y a pas que les enfants ukrainiens, un enfant de Gaza, de Birmanie, de Congo et de beaucoup d'autres pays malheureusement qui méritent qu'on fasse un film sur eux, qu'on parle de leur trauma, qu'on parle de leur vie sous les bombes en fait. Donc juste pour répondre à votre question, effectivement ça m'impacte. Ça a été une épreuve personnelle de tourner ce documentaire? Excusez-moi? Ça a été une épreuve personnelle pour vous de tourner Non, je ne pense pas que c'était une épreuve. Non, je ne pense pas. Je pense que c'était plutôt un devoir, en fait. Et comme vous dites, ça fait 3 ans qu'on parle de la guerre, que vous avez eu vous-même ici plusieurs invités, vous avez abordé plusieurs fois le sujet. Donc, on s'habitue à une guerre là-bas et ici aussi. Et donc, je trouve qu'il faut continuer à parler des conflits, de la guerre. Et surtout, moi, en tant qu'Ukrainienne, pour moi, ça compte. C'est hyper important que je le fasse. Ça, c'est votre contribution, parce que c'est une guerre et donc forcément, et en plus ça touche les enfants, là aussi, on se sent impuissant. Le fait d'aller là-bas, le fait de rester sur place, c'était pour vous votre contribution, c'est ça? En fait, rester là, comment dire, ce qui est très frustrant et compliqué, c'est de partir de là-bas, en fait. C'est qu'une fois on est là-bas, on a envie de continuer, de documenter, d'informer, de parler du sujet. Et du coup, la frustration, elle vient quand je reviens ici, en fait, et je me dis, ah mince, si... Vous culpabilisez? Énormément. Toute ma famille vit là-bas. Moi, je suis seule ici avec les enfants. Et vous m'avez confié juste avant cette émission que parfois votre papa et votre maman viennent vous voir en France, et puis vient le moment... Oui, il y a beaucoup de familles comme ça qui viennent voir leurs membres de famille, leurs frères, pères, cousins, etc. en Europe, et qui restent 3 semaines et qui partent. Et du coup, papa, s'il te plaît, reste. Et ben, évidemment, non, j'ai un boulot. Voilà. C'est ça, moi j'en ai connu aussi qui venaient en vacances avec leurs enfants. C'est ça, ils viennent en vacances avec leurs enfants. Et puis après, tu dis, mais tu repars où? Tu rentres à la maison, mais pas en Ukraine. Ben si, c'est ma maison. Exactement, et surtout que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, que l'Ukraine, on parle d'un front, mais en fait, tout le pays, tout le territoire, il est menacé. Donc, il n'y a pas une frontière si on habite là, ça veut dire qu'on n'est pas menacé, et là, on est menacé. Non, en fait, c'est faux. Peu importe où on va, il y a une menace permanente aérienne. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Et ma chère Alix, cet été dans le Gers, un événement solidaire se prépare. Oui, à Lectour, plus exactement, une association va offrir pour la 2e fois des vacances à des enfants ukrainiens. Il s'agit de l'association France-Ukraine-Lomagne gersoise, lancée en 2022 avec l'accueil de 32 Ukrainiens, principalement des mamans et leurs enfants fuyant les horreurs de la guerre. On écoute André Gallois, le fondateur et président de l'association. Et mon association France-Ukraine, vu les événements qui se passent dans l'Europe à nos portes, c'est-à-dire France-Ukraine, a fait plusieurs opérations, dont l'accueil de jeunes enfants ukrainiens l'an dernier au mois d'août. Nous avons reçu 16 gamins et 4 accompagnateurs. Nous renouvelons cette expérience au mois d'août cette année 2025, dernière semaine d'août et première de septembre. Nous sommes une jeune
jeune association qui recense 23 membres à ce jour. Nous organisons des vide-greniers, des repas, on a célébré la première année de guerre, la seconde et la troisième commémoration. Nous sommes extrêmement sensibles à ces problèmes qui se passent autour de nous, dans notre Europe quand même. C'est extrêmement grave. J'appelle à tout citoyen à se mobiliser. Leur engagement ne cesse de grandir après avoir organisé 2 voyages humanitaires, envoyé des groupes électrogènes pour soutenir la population en Ukraine et accueilli des enfants en difficulté. Une dizaine d'enfants ukrainiens auront donc l'opportunité de passer 2 semaines de vacances à Lectoure en août prochain. Les enfants trouveront ici un peu de légèreté, un environnement sécurisé, bienveillant. Les familles de Lectoure et des environs se sont engagées à les accueillir, à leur offrir des activités pour leur permettre de souffler, d'oublier même temporairement le poids de leur quotidien. Un nouvel envoi de 30 groupes électrogènes est prévu d'ici début septembre prochain. Un budget de 27 000 € est nécessaire et pour ce faire, il l'a dit, plusieurs initiatives ont été mises en place pour financer le projet, comme des ventes lors des vides-greniers, des repas solidaires, des collectes de fonds. Mais c'est avant tout la solidarité de tous qui fait la différence. Tatiana, quelle solution permettrait d'aider ces enfants à se reconstruire et à retrouver une forme de stabilité ? Est-ce que vous avez des idées d'autres initiatives ? Écoutez, je trouve que l'exemple qui est donc montré dans le documentaire Gen Ukrainian, c'est une excellente initiative. Donc, c'est une association, une ONG qui a été créée par Oksana Lebedeva, qui permet aux enfants avec des traumas très lourds d'aller pendant 21 jours, dans une colonie de vacances loin du front. Et donc, ces enfants-là sont pris en charge par des psychologues. Et pendant 21 jours, on a l'impression que c'est la fête, c'est les vacances, les enfants qui s'amusent, etc. Exactement. Mais il y a tout un travail sérieux qui est fait avec des spécialistes et pas que des entretiens individuels avec les psychologues, mais ils sont là, les psychologues, ils les observent, ils viennent les voir de temps en temps pendant les récrés, pendant la cantine, etc. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Ils sont choisis, entre guillemets, parce qu'ils ont des traumatismes lourds. Ils sont choisis parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus orphelins avec cette guerre-là. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient témoins des crimes des guerres. On a rencontré des enfants qui ont vu leur papa, maman brûler devant eux, qui étaient enfermés dans la voiture et brûlés derrière, qui étaient fusillés, qui étaient tués. Donc ces enfants-là, je ne sais pas comment ils font en fait. Je ne sais pas comment ils font pour rire, pour sauter dans la piscine, etc. Et je pense justement aussi, c'est le travail des tout type en fait, d'initiatives, tout type d'ONG, associations, les initiatives individuelles, c'est hyper important. Même si on pense que l'enfant il est arraché pendant, je sais pas, 3 semaines et va à l'étranger, je pense que c'est des petits pansements qui font du bien, en fait, je pense, à long terme. En fait. Est-ce que vous pensez que votre documentaire va pouvoir à terme servir d'outil pédagogique ? Est-ce que vous aimeriez, vous, par exemple, faire des interventions dans des écoles françaises, pourquoi pas, ou est-ce que vous pensez que du coup c'est pas forcément accessible et c'est trop dur parce que c'est compliqué. Les enfants, ils savent ce qui se passe. En tout cas, ils entendent parler avec les infos. Il y a toujours une radio qui traîne, il y a toujours des images qui traînent aussi peut-être en fond et à la cour de récréation, ils parlent de l'actualité. Et est-ce que ça peut être, d'après vous, un outil introductif pour parler de la réalité de la guerre et pourquoi pas de parler de la guerre aux enfants ? Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas, parce que je pense que... Si on vous appelle demain, vous irez, par exemple ? Si on m'appelle, évidemment, j'irai, parce que c'est mon devoir de continuer à parler de l'enfance en Ukraine, et de cette façon-là, parler de la guerre. Après, quand je parlais à chaque parent, j'ai toujours posé la question, mais est-ce que tu essaies quand même de le protéger un petit peu ? Est-ce que peut-être il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ? Et tous les parents me disent, mais évidemment, on parle. Je parlais des enfants français, du coup. Oui, les interventions des enfants j'ai français. compris. C'est juste pour faire un exemple. Là-bas, les parents aussi, ils protègent leurs enfants, en fait. C'est comme en France, on ne va pas non plus leur montrer des images horribles de la guerre. En fait, c'est normal. Mais je pense que dans ces documentaires, on voit la réalité. Je pense que ce documentaire, il est accessible aussi aux enfants, aux ados français, en fait. Parce que je sais que ça donne parfois lieu à des discussions. Quand dans une classe, il y a 1 ou 2 enfants ukrainiens qui arrivent,
J'imagine qu'on parle de la situation, de pourquoi ils arrivent, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le pays. Non, évidemment, je viendrai dans des écoles s'il le faut, s'ils m'invitent, si c'est ça la question. Je viendrai pour parler des enfants. Après, je ne suis pas l'experte ni spécialiste des traumas. Non, mais sans parler de trauma, je pense que c'est un témoin. Voilà, évidemment. C'est comment aborder la dure réalité de la Et guerre. il est diffusé en Ukraine Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est diffusé. Je ne sais pas comment ça se passe après. Ça ne me concerne pas, malheureusement. Du coup, Alix. Non, je me demandais, est-ce que vous avez eu des retours de la part de ces jeunes, des familles? Vous avez des nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles. Justement, la fille qui participe dans la colonie du deuil de Jen Ukrainian, Ksyusha, qu'on filme, qui a perdu sa mère, son père, sa grand-mère, et qui a marché sur le lieu de drame, sur les bouts de corps, voilà, pour retrouver sa famille, ses parents. Elle est prise en charge après la colonie des vacances par cette association. Et du coup, cette fille-là, elle va faire les études en Grande-Bretagne, je crois. Voilà, donc Oksana Lebedeva, la fondatrice, elle tenait absolument que cette fille-là puisse sortir un peu de son village où ces drames s'est produit. Tatiana, vous chantez? Pour les besoins du film. Exactement. Vous avez fait montre de tout votre talent. En substance, que signifient ces paroles? Écoutez, c'est une chanson qui... Donc, vous parlez bien de la chanson de la dernière chanson du document. Je parle de vous. Écoutez, cette chanson, elle était... on cherchait en fait quelque chose, on cherchait un titre un peu ukrainien, un peu, voilà, mais pas trop traditionnel, mais quelque chose qui parle de résilience, de l'espoir, etc., mais qui n'est pas trop non plus engagé, quelque chose de poétique. Et du coup, c'est mon père qui était en vacances à Paris, chez moi, et qui a écrit les paroles. Et du coup, c'était les compositeurs français qui ont composé la musique, et c'est moi qui a chanté la chanson. Voilà, donc c'est une chanson, c'est l'hymne à la résilience, à la victoire, à l'espoir. Le titre? Il n'y a pas vraiment de titre. Pas encore, bientôt. Il faut produire un petit peu. Merci infiniment. Merci en à tout vous, cas, merci infiniment d'être venu nous parler effectivement de ce très beau documentaire Ukraine, l'enfance volée, que je vous invite à revoir sur la plateforme de France Télévisions. Un grand merci à vous. On espère vous revoir très bientôt. Merci de continuer de parler de l'Ukraine. Il faut, absolument. Et je me permets un message très personnel, je me permets d'embrasser la famille d'Andrei, qui nous a quittés sur le front, qui nous a apporté, quand il était là, beaucoup de bonheur à moi et mes enfants. Je vous embrasse. Allez, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.